Vivre, c'est comme jouer au foot. Hmm. Si on veut jouer au foot, il faut être sur le terrain. Si on commente le match, on est dans les gradins. Et c'est pas dans les gradins qu'on marque beaucoup de buts. Et puis, c'est pas commenter chaque passe qui est intéressant. C'est un ensemble de choses qui fait que le match est sympa, que peut-être qu'on va gagner. Donc, c'est peut-être intéressant de savoir où on se situe. Est-ce qu'on est sur le terrain de sa vie ou dans les gradins en train de commenter sa vie? Et peut-être à notre époque, en tout cas, moi je ressens ça en consultation, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance de leurs commentaires parce qu'ils passent leur temps à commenter, à se comparer, et ça crée plein de souffrances. Et en plus, on est entraîné et stimulé à ça parce que dès qu'on va au restaurant, ben, il faut mettre une note au restaurant, on drague sur Tinder, il faut mettre une note. On est conditionné à commenter et à noter les choses. Moi, je suis médecin psychiatre. Je suis médecin psychiatre en libéral maintenant. J'ai travaillé pendant longtemps, pendant longtemps un cabinet à Paris. Et puis, comme je pratique de la thérapie ACT, thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qui s'appuie beaucoup sur les valeurs, sur ce qui compte pour soi, ben, avant le confinement, ça n'a rien à voir avec le confinement, je me suis dit que l'endroit où finalement où j'étais le mieux, c'était dans mon lieu d'origine en Bretagne, dans le Trégor. Et donc, j'ai choisi d'aller vivre dans le Trégor. Donc maintenant, j'ai mon cabinet à Lannion. Et puis, comme toute chose est source d'opportunités, ben, le confinement a mis un peu tout le monde à la téléconsultation. Ouais. Donc, ça m'a permis de garder tous mes patients parisiens et d'ailleurs, en étant psychiatre dans le Trégor. C'est-à-dire que je fais la moitié de mon temps en présentiel et la moitié du temps en téléconsultation, ce qui me permet donc d'avoir une patientèle riche et variée. Tout ça pour mettre en musique ce que je fais, la thérapie ACT, la thérapie de l'acceptation de l'engagement. Alors, j'ai aussi une formation de médecin du sport. Donc, je fais beaucoup de psychologie du sport quand ça arrive. J'ai été pendant longtemps l'expert psy de la Fédération française de cyclisme. Là, j'ai mis en place pendant le confinement l'espace d'écoute et d'expression de la Fédération française de rugby. Voilà, j'enseigne dans différents cursus. J'enseigne la méditation dans le diplôme universitaire de Bicêtre et de Metz. J'enseigne le thérapie ACT dans le diplôme de coaching de Cergy-Pontoise. Et la méditation, je la pratique de plus en plus. Et avec le confinement, avec beaucoup de gens qui faisaient de la méditation, on s'est dit que ça serait bien de faire quelque chose, d'être en accord avec toujours pareil nos valeurs, de faire notre part. Et c'est ainsi qu'avec Ilios Koutsu, qui est quelqu'un d'assez connu, Ilios Koutsu, en tout cas, a monté un Facebook qui s'appelle Présence, où il y a des méditations depuis le confinement. Aujourd'hui, il y en a 2 fois par jour, gratuit, accessible à tout le monde. Moi, j'en fais assez régulièrement, généralement le mercredi matin. Et c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça, de vivre ces moments-là. Donc, voilà, c'est un autre pan de mon activité. Je fais beaucoup de choses, donc je ne vais pas tout vous raconter. Mais un autre pan aussi qui m'intéresse en tout cas, c'est qu'après avoir fait des années d'études pour essayer d'être intelligent, Ouais. j'ai fait des années d'études pour essayer d'être très con. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait des études de clown. Parce que pour un clown, c'est un compliment d'être con. En explorant le clown, je me suis rendu compte que le clown, bah, il vit dans l'instant présent, donc il fait de la pleine conscience sans avoir l'air. Et puis, il fait de la thérapie ACT, parce qu'il négocie le présent, comme on fait dans la thérapie ACT. Et donc, moi, j'aime bien associer les choses, j'aime bien être créatif. Donc, c'est comme ça que ça m'a amené d'écrire un livre qui s'appelle « Pratiquer l'acte par le clown ». J'aime bien tricoter les choses. Dès que je m'intéresse à quelque chose, je tricote les choses et j'essaye d'en trouver les liens et voir comment les choses peuvent s'assembler. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer, c'est déjà pas mal. D'accord, ouais, c'est vraiment pas mal. Déjà, ça me permet de faire un petit panel de votre cursus. Alors, on va revenir au départ parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. À partir de là, vous êtes donc médecin psychiatre. Je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées autour du métier de psychiatre.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait vraiment ce que vous traitez? Alors, je vous rassure, hein, je vais de mieux en mieux. Je me consulte tous les jours. Donc, ça va plutôt bien en ce moment. C'est une blague pour dire, parce qu'on a l'impression que tous les psychiatres parfois peuvent être fous. Ça, c'est une croyance, hein. Mmh. Non, on va très bien. Les psychiatres, donc, ils ont fait un cursus de médecine, hein. Moi, j'ai fait 6 ans de médecine. Et après, j'ai passé le concours de de spécialité pour devenir psychiatre. Donc, j'ai fait 4 ans de psychiatrie, plus plein d'autres diplômes à côté. Ce qui fait que les psychiatres sont des médecins, alors que les psychologues ne sont pas des médecins. On fait des études de sciences humaines. Mmh. Donc, et puis à côté, vous avez les psychothérapeutes. Les psychothérapeutes, c'est des gens qui appliquent une technique de psychothérapie. Donc, Mmh. ça peut être des psychiatres, ça peut être des psychologues, mais comme ce n'est pas très bien référencé en France, où vous pouvez avoir votre plombier qui peut s'installer comme psychothérapeute. Donc, ça demande de faire très attention à qui on a affaire pour être sûr qu'on a un vrai professionnel. Mmh. Et on a plus de chances de tomber sur quelqu'un de sérieux s'il a déjà un diplôme de psychologue ou de psychiatre. Mais bon, après, ça ne garantit pas tout, mais ça assoit les choses. Donc, quand on est médecin psychiatre, bah, on soigne des maladies, Mmh. mais comme la schizophrénie, la dépression, les troubles anxieux, les troubles de l'attention, plein de choses comme ça. Mais moi, j'ai évolué plus sur le versant psychothérapie. Donc, je fais comme j'ai commencé par les thérapies comportementales et cognitives. OK. Et dans l'évolution des thérapies comportementales et cognitives est arrivée la thérapie ACT, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. On dit que c'est une thérapie comportementale et cognitive dite de troisième vague. La première vague, c'est Pavlov, hein, sur le comportement. Il y a un comportement dysfonctionnement, on essaye d'apprendre un nouveau comportement. La deuxième vague, c'est Beck et Watson. On a des pensées automatiques, par exemple, je suis nul, qui me vient à moi, et j'essaye de trouver une pensée alternative. Non, j'étais juste maladroit à cet instant. Puis j'essaye de changer mes schémas cognitifs pour porter un autre regard sur le monde, surtout si j'ai un schéma cognitif qui est dysfonctionnant. Et Mmh. les thérapies comportementales et cognitives du troisième vague, où il y a la thérapie ACT, il y a la méditation et plein d'autres, on est plus centré sur l'instant et le présent et sur les émotions. Pour résumer la thérapie ACT, qui m'intéresse plus particulièrement, Mmh. on utilise beaucoup de métaphores et la métaphore qui convient le mieux, c'est de dire que les événements de vie, c'est comme des vagues. Les émotions, c'est comme des vagues. On ne sait pas quelle vague va nous arriver. Mais si on lutte contre les vagues, on risque de boire la tasse. Si on veut comprendre pourquoi il y a des vagues, on peut faire des thèses jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, le tout, c'est de choisir quelle vague on a envie de surfer. Et on ne le surfe pas n'importe comment. On surfe en essayant de se rapprocher de ce qui compte pour soi, avec le style qui fonctionne pour soi. Et puis, si on ne rentre pas dans la vie, on ne rentre pas dans la mer, ben on finit comme brise de Nice, bloqué sur le bord de la plage. Donc, c'est ça, au fond, la thérapie ACT. C'est des thérapies qui s'inscrivent dans l'instant parce que, par définition, le passé, il est passé. Et puis, si avec les années qui passent, ben, on a tous des poubelles dans notre arrière-cuisine, hein, plus ou moins débordantes, plus ou moins puantes, je ne sais pas comment dire, mais les vies parfaites, ça n'existe pas. Mmh. Et le futur, par définition, on ne le connaît pas. Il est incertain et notamment aujourd'hui, il semble plus incertain qu'à d'autres périodes, mais si on le connaissait, on jouerait tous au loto. Donc, le seul endroit où on vit, c'est le présent. Donc, c'est se dire que selon notre contexte, selon ce qui nous entoure, ce qu'on a à l'intérieur de nous, comment négocier au mieux le présent. Donc, c'est pour ça que souvent, comme première phrase lors de mes consultations, je demande à mes patients comment vous avez surfé la vie depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Mmh. Et la thérapie ACT, par exemple, imaginons que moi, j'ai un mal-être. Quand est-ce que je peux me dire qu'il me faut un psychothérapeute formé en thérapie ACT? Quel genre de mal-être? Alors, la thérapie ACT, c'est un outil, donc ça fonctionne pour tout, pour toutes les D'accord. pathologies, mais c'est même utilisé en entreprise, hein, en coaching. Mmh. Et puis, il y a même une version ACT dans le management, qui est ce qu'on appelle la design attitude, le design thinking. C'est l'idée que dans le design thinking, on ne se préoccupe pas du résultat, mais on s'intéresse au chemin et on voit comment négocier le chemin.
et que chaque chose est une expérience, chaque chose nous apprend quelque chose. Et donc, on apprend à aimer les échecs, les erreurs, parce que ça nous apprend quelque chose. Parce que penser à gagner, ça fait penser à perdre. Penser à est-ce que je vais réussir, ça fait penser que peut-être je ne vais pas réussir. Penser à est-ce que je suis beau, ça fait penser peut-être que je ne suis pas beau. Vous voyez, dès qu'on pense en termes de résultats, on crée de l'anxiété. Alors que si on s'intéresse au chemin, finalement, ça nous amène à quelque part toujours. Christophe Colomb, il pensait découvrir les Indes, il a découvert l'Amérique, c'est pas mal non plus. Et puis les sœurs Tatin ont fait tomber leur tarte. Elles ne sont pas dit je suis nul, je ne suis pas à la hauteur. Elles ont inventé la tarte Tatin. Donc, c'est cette idée que dans toute chose est source d'opportunité. Donc, plutôt que d'alimenter la machine à juger, je suis nul, je ne suis pas à la hauteur et s'enliser dans des commentaires, c'est essayer de voir quelle opportunité on peut faire de chaque chose. Et dans le monde de l'entreprise, il y a un exemple qui est célèbre, qui est les chercheurs de 3M, les ingénieurs de 3M. Ils ont voulu inventer une super colle, puis ils ont inventé une colle de merde. Donc, ils ont inventé les post-it. Donc, c'est l'idée qu'on avance de prototype entre prototype en essai, et ça nous apprend quelque chose. Et on peut avoir la même démarche dans la vie par rapport à nos émotions, par rapport à nos pensées, par rapport à ce qui nous entoure. Comment être un prototype de l'être humain qu'on sera demain pour être dans un développement de soi. D'accord. Et l'apprentissage par l'erreur, donc. Oui, que par l'erreur, c'est un jugement. Toute chose est une expérience. Donc, on regarde en thérapie ACT, on travaille l'observation, on muscle la capacité d'observer ce qu'il y a autour de nous et à l'intérieur de nous pour pouvoir choisir et après s'engager pas n'importe comment, mais en cohérence avec soi. Par exemple, si je suis tendu et que je choisis de fumer, c'est vrai que fumer, ça marche super, hein, ça détend tout de suite, mais ça ne détend pas très longtemps. Non seulement ça ne détend pas très longtemps, mais un quart d'heure après, on est aussi tendu. Donc, ça n'a pas réglé notre problème de tension. Et le risque, c'est qu'on recommence. Et ce cycle, on recommence, et on tombe dans l'addiction. Donc, c'est comment, malgré ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut choisir de faire quelque chose qui se rapproche plus de ce qui compte pour nous. Par exemple, si la liberté est importante pour moi, si je deviens dépendant à la cigarette, probablement je m'éloigne de la liberté. Donc, c'est de regarder si ça fonctionne. C'est nos comportements que l'on fait fonctionnent. Et muscler notre capacité, notre liberté. La liberté comme un muscle, ça se travaille, ça s'entraîne pour essayer de choisir et de sortir de la prison de nos émotions, de la prison de notre machine à penser, et qui nous joue des tours pour négocier, surfer la vie le mieux possible, quels que soient les problèmes de vie qu'on a, quelles soient les maladies qu'on peut avoir. Ça dure combien de temps, une séance de thérapie ACT, par exemple? Alors, ça ne dépend pas de la fonction de type de thérapie. Ça dépend plutôt des métiers. Les psychiatres ont tendance à voir les gens moins longtemps que les psychologues. Peut-être parce qu'on est plus direct. Chez moi, les consultations durent une demi-heure. Ah oui. Alors que les psychologues, souvent, les consultations durent 3/4 d'heure, 1 heure. La différence se fait surtout là, entre les différents métiers. Ah oui, c'est marrant. Vous avez parlé justement de savoir saisir l'opportunité. Ça me fait penser à un de vos livres qui était Savoir se taire et savoir parler au bon moment. À cette opportunité-là, savoir la saisir, c'est vraiment un véritable art. Tout à fait, parce que d'ailleurs, ce livre, c'est une opportunité. Au début, je voulais faire un livre de communication. Ouais. Ça m'intéressait, puis bon, il y en a eu pas mal. Et puis, il y a eu 2 événements qui m'ont fait évoluer. C'est qu'un jour, j'avais pour un enfant autour de moi un problème de calculatrice et je posais une question sur un forum. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit « je ne sais pas ». J'ai trouvé ça fabuleux. Quelqu'un que je connaissais, ni d'Adam ni d'Ève, qui a trouvé ça important de me dire qu'il ne savait pas. Et puis, c'est tombé dans la période du drame de Charlie Hebdo. Autrefois, Charlie Hebdo, on aimait, on lisait Charlie Hebdo, on n'aimait pas, on ne lisait pas, et puis voilà, ça restait très rassemblé comme lectorat. Et puis avec la mondialisation, les réseaux sociaux, qu'on dit ici, peut être écouté à l'autre bout du monde dans des contextes complètement différents, qui peut donner des perspectives, des perceptions, des perspectives complètement différentes. Et puis on voit dans les réseaux sociaux à quel point il peut y avoir beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence. C'est très dur aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que vous vivez, vous, avec votre podcast, mais il y a beaucoup de communication d'émotions.
Et Oui, c'est difficile de se dire tout simplement, je ne suis pas d'accord, j'ai un avis différent, avec paisibilité et bienveillance. On n'est pas obligé d'avoir du goût pour tout, d'être d'accord sur tout, mais on peut accueillir avec bienveillance cette différence. Et donc, d'accord. je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de faire un livre où du silence, que peut-être aujourd'hui, plutôt que d'apprendre à parler, c'est aussi important d'apprendre à se taire et d'être continent de sa parole. Bah, est-ce que vous pouvez justement nous parler donc des vertus du silence? C'est marrant, hein? Le silence, ça permet d'accueillir ce qui est, ça permet de débrancher son mental pour être dans l'expérience. Hein. Souvent, je dis qu'on a trois cerveaux fonctionnels. Le mental, le cerveau mental, qui est utile pour la réflexion, mais comme on a vu, on peut vite dévier dans le passé ou dans le futur. On a le cerveau sensoriel qui nous met dans l'expérience présente. Et donc, c'est intéressant parce que le seul endroit où on peut vivre, c'est dans l'instant présent. Et notre cerveau qui nous permet de faire des actions, du mouvement. Et il y a beaucoup de problèmes de santé aujourd'hui qui sont dus au fait qu'on ne met jamais en pause notre mental, et ce qui amène au burn-out, à l'épuisement mental, parce que ça Mhm. blabla tout le temps dans notre tête. Et donc, de pouvoir faire le silence pour être simplement dans l'expérience de l'instant présent, sans jugement, sans commentaire, avec la curiosité de ce qui se passe, ben, ça permet de reposer le cerveau. Et puis, ça permet aussi peut-être de ralentir le temps. Moi, j'avais un copain africain qui me taquinait, qui me disait, vous les Blancs, à force de courir, on a l'impression que vous êtes pressés de mourir. Donc, ça me faisait beaucoup rire. Mais c'est vrai qu'à force de blablater, ben, on n'est pas dans l'instant présent et peut-être que l'instant présent file beaucoup plus vite. Donc, Mhm. même si je parle beaucoup là, c'est bien aussi d'expérimenter le silence pour avoir toute la richesse de l'instant présent. Puis même dans la communication, c'est une manière, le silence, c'est une réponse qui peut être très forte au lieu Ouais. d'être dans la réactivité. Face à un propos dur, une agressivité, euh, voilà, et très souvent, l'autre attend la parole de la réaction pour que ça monte, ça s'embrase. Et si on répond Mhm. par un silence, C'est une réponse. parfois très efficace. C'est deux exemples de cela. D'ailleurs, il y a un endroit, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle le village des pruniers, où est le moine Trishnatan, qui est décédé tout récemment. Ils font l'expérience dans ce village des pruniers. Toutes les heures, il y a une cloche qui sonne. Et quoi que l'on fasse, pendant quelques secondes, tout le monde s'arrête pour faire l'expérience du silence, pour être juste là, travailler la présence à soi. Et ça me fait penser à une autre image. J'utilise beaucoup d'images parce que la thérapie ACT s'appuie sur les images et en même temps, je trouve que ça vaut tous les discours. Je dis souvent que vivre, c'est comme jouer au foot. Mhm. Si on veut jouer au foot, il faut être sur le terrain. Si on commente le match, on est dans les gradins. Et c'est pas dans les gradins qu'on marque beaucoup de buts. Et puis, c'est pas commenter chaque passe qui est intéressant. C'est un ensemble de choses qui fait que le match est sympa, que peut-être qu'on va gagner. Donc, c'est peut-être intéressant de savoir où on se situe. Est-ce qu'on est sur le terrain de sa vie ou dans les gradins en train de commenter sa vie? Et peut-être qu'à notre époque, en tout cas, moi je ressens ça en consultation, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance de leurs commentaires parce qu'ils passent leur temps à commenter, à se comparer, et ça crée plein de souffrances. Et en plus, on est entraîné et stimulé à ça parce que dès qu'on va au restaurant, ben, il faut mettre une note au restaurant, on drague sur Tinder, il faut mettre une note. On est conditionné à commenter et à noter les choses. Et donc, cultiver le silence, c'est aussi pouvoir être juste là avec l'expérience qui se présente. Et toute expérience mérite d'être perçue, d'être contemplée. Et c'est développer cette contemplation de la vie. Et à notre époque, on a peut-être plus besoin qu'à d'autres époques. Mhm. Bon, vous m'avez convaincu. Je vous propose de faire 20 secondes de silence. OK? On se les fait? Allez, c'est parti. Ça détend. Ça détend. Ouais, ça détend si on prend le soin aussi d'avoir
une respiration ventrale, parce que c'est la respiration qui apaise. Justement, quand on parle beaucoup, qu'on fait beaucoup de choses, on se met souvent en apnée, on respire avec le haut du poumon. Et c'est pour ça que la cohérence cardiaque, tous ces exercices-là sont très utiles, où on inspire pour faire toute la place à ce qui est présent et on expire pour repousser toute la tension que nous procure l'instant présent et d'être juste là, simplement là, dans cette respiration. Ça permet de décanter un peu comme les boules de neige qu'on secoue et puis on laisse tomber la neige pour retrouver l'esprit clair. Mais vous expliquez aussi donc que le langage serait comme aussi un filtre qu'on mettrait sur le réel, un peu comme nos portables aujourd'hui. Plutôt que de vivre l'instant présent, on va remplir cet instant-là avec un outil qui va nous en éloigner. Et le langage peut jouer aussi ce rôle-là, en fait, un peu de Tout à éloignant. fait. Le commentaire, déjà, premièrement, prend beaucoup de place. Et puis, la manière dont on nomme les choses appauvrit la réalité. Nommer les choses marron qui sont autour de moi, ça appauvrit ma perception des choses. Ça rejoint en fait une quatrième vague de TCC qui est en train d'apparaître, parce que la thérapie ACT en fait s'appuie sur une autre théorie qui s'appelle la théorie des cadres relationnels. Dans la théorie des cadres relationnels, je vais vous l'expliquer un petit peu de façon très simpliste. Si on prend une photo de moi et si je la mets dans un cadre Ikea ou dans un cadre style Louis XIV, ça ne donne pas la même impression. Je ne donne pas la même impression, ma photo ne donne pas la même impression. Donc, c'est-à-dire que les mots sont comme des cadres. Selon les mots qu'on utilise, ça ne donne pas le même ressenti, la même perception. Notamment, il y a un exercice que je propose beaucoup à mes patients, c'est de faire la différence entre ce qui est grave et ce qui est embêtant, gênant, désagréable, inconfortable, frustrant, je ne sais pas quoi d'autre. Ce qui est grave par définition, c'est ce qui est mortel ou handicapant. Si je perds mon téléphone, ce n'est pas grave. Mais c'est peut-être très embêtant parce que je n'ai peut-être pas l'argent pour m'en racheter un autre, je vais peut-être perdre des photos qui me sont précieuses, mes patients ne vont peut-être pas pouvoir m'appeler, mais c'est peut-être très embêtant. Pourquoi c'est important de faire la différence entre les deux? Parce que notre physiologie est faite pour vivre à l'époque des hommes préhistoriques, à l'époque paléolithique. Et on a un cerveau émotionnel. Notre cerveau émotionnel, il est là pour nous aider à survivre. Et quand on était à l'époque paléolithique, l'enjeu, c'était d'anticiper que derrière le rocher, il n'y avait pas un tigre de dents de sabre, parce qu'une fois qu'on le voyait, c'était trop tard, on était mort. Donc, c'est pour ça qu'il nous raconte des choses en permanence, notre cerveau émotionnel. On anticipe des choses et il nous envoie des pensées de peur. Et donc, si je dis que c'est grave, je réveille mon cerveau émotionnel, que je compare souvent à un Doberman. Il va sortir de sa niche, il va aboyer, il va mettre le bazar dans notre intériorité. Donc, c'est de prendre conscience que selon les mots que l'on utilise, ça ne donne pas le même ressenti à l'intérieur de nous. C'est que les mots sont comme des stimuli qui éveillent tout un système à la domino avec des pensées, des émotions. Et donc, de choisir avec précision le mot, c'est important. Ce n'est pas la méthode Coué de dire que c'est pas grave, que c'est pas embêtant de perdre son téléphone. Si, c'est peut-être très embêtant, mais essayez de nommer le plus précisément les choses avec les bons mots. C'est comme j'apprends à mes patients de ne pas utiliser le mot stress, parce qu'aujourd'hui, il est un peu galvaudé, et puis ça nous met dans une passivité. Et je leur propose souvent de trouver des mots alternatifs qui peuvent être plus justes. La situation est éprouvante, elle est désagréable, ça va me demander à m'adapter, c'est un peu inconfortable. Donc, si on utilise des mots plus fonctionnels, ça crée des actions pour s'ajuster. Si c'est inconfortable, je peux générer un comportement pour gagner en confort. Si c'est éprouvant, je peux faire quelque chose pour traverser l'épreuve. Donc, vous voyez, en fonction des mots qu'on utilise, ça a un impact sur notre attitude et sur notre ressenti intérieur. Mais du coup, en fonction des mots qu'on utilise, est-ce qu'on utilise les mêmes mots pour se parler à soi-même que pour parler avec d'autres personnes ou pour parler d'autre chose? Après, ça dépend de chacun. L'idée, c'est d'être aligné, d'être authentique. Mais c'est vrai qu'on peut être dans la vie de tous les jours, pris dans l'émotion, d'être dans une réactivité sociale et puis d'endosser une sorte de costume où il y a des automatismes. Et tout le travail de pleine conscience, c'est prendre conscience de ces automatismes de langage.
D'ailleurs, j'aime bien souvent dire que quand on écoute bien les gens, quand ils parlent des autres, souvent ils parlent d'eux-mêmes. Ouais. C'est-à-dire que quand on dit ah, telle personne est égoïste, bah, c'est probablement que c'est peut-être un enjeu pour soi. Après l'expérience, mais ça tombe assez juste souvent. La manière dont on nomme les gens, ça nous informe des schémas des personnes. C'est vraiment vrai, ça, parce qu'en fait, je pense que les gens aussi, il y a aussi un effet miroir qui. Du coup, lorsqu'on se permet d'émettre un jugement, c'est que déjà, on se sent en lien avec cet Tout à autre fait. là. On ne voit que ce qu'on connaît. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Dans cette problématique-là, de mettre les bons mots et par rapport à notre mental aussi, qui essaie à chaque fois de mettre des mots sur vraiment tout, et finalement, il essaye de tout catégoriser et en faisant ça, il appauvrit le réel. D'où vient en fait la nécessité, comme vous le dites dans votre livre, de débrancher votre mental. Et ben, c'est pour se reposer, c'est-à-dire que même le cœur, il fait contraction, repos, contraction, repos, contraction, repos. Il travaille tout le temps, il se repose tout le temps. Et que si on ne veut pas être dans un épuisement mental, si on ne veut pas être en burn-out, il faut lui donner la possibilité de se reposer à notre cerveau. Et aujourd'hui, du fait des connexions, d'un certain nombre de choses, on est sollicité en permanence, ce qui a un impact sur le sommeil, parce que on ne sait pas débrancher le cerveau. Le sommeil c'est un animal farouche qui déteste les pensées. D'ailleurs, je vous en parle parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte, les gens de Petit Bambou, l'application Petit Bambou, se sont rendus compte qu'il y avait plein de gens qui utilisaient la méditation le soir, vers 11 h du soir, qui avait un pic d'utilisation. Donc, ils détournaient l'effet de la méditation pour dormir. Et donc, ils sont venus me voir et je leur ai fait un programme pour Petit Bambou qui s'appelle Sommeil serein, un programme spécifique pour apprendre à dormir. Et pour apprendre à dormir, pour faciliter le sommeil, ça demande d'apprendre cette compétence à débrancher le soir son mental pour être juste dans l'instant présent, dans l'expérience de l'instant présent, pour qu'à l'insu de votre plein gré, le sommeil vous attrape. Et le sommeil est une source importante de consultation, les troubles du sommeil, et donc d'où l'intérêt aussi de débrancher son mental. Et puis d'arrêter de voir la vie comme un problème, mais juste une expérience à vivre. Vous parlez aussi d'essayer de mettre fin à la surcharge mentale. Alors, oui, la surcharge mentale, c'est quand il y a trop de zones de chantier. C'est-à-dire qu'il faut penser au travail, il faut penser à la famille, aux enfants, à telle chose qu'on a. Il y a trop de chantiers et à un moment donné, c'est dur de penser à tout. Et dans certaines périodes de la vie où il y a des choses plus intenses, il faut savoir limiter les zones de front. Et peut-être dans cette période de crise aujourd'hui que l'on vit, peut-être que pour prendre soin de son mental, il y a peut-être des sujets où on pourrait se confronter, s'engager. C'est bien peut-être de réduire la voilure parce qu'on ne peut pas se préoccuper de trop de choses à la fois. C'est vrai que on enchaîne depuis les attentats à New York des crises planétaires importantes et ça demande de savoir prendre soin de soi pour pas s'user là-dedans et savoir faire des pauses à son mental. Et l'une des manières de faire des pauses à son mental malgré les crises, c'est de repérer sur quoi on a du contrôle, sur quoi on n'a pas de contrôle. Ici en France, aussi horrible que nous semble toutes ces situations, on a peu de contrôle sur ce qui se passe en Ukraine. Donc, c'est essayer de revenir dans l'instant présent, savoir écouter les informations, juste ce qu'il faut, pas trop. Il faut savoir même se couper des informations pour ne pas entraîner la machine à penser, parce que ce cerveau émotionnel, il est là pour trouver des solutions. Donc, si on n'a pas de contrôle, il va s'user à vouloir trouver des solutions sur quelque chose qui n'a pas de solution. Donc, c'est aussi de revenir dans l'instant présent, faire des choses manuelles. On n'a pas besoin du mental pour le reposer. Sinon, il va nourrir une anxiété, il va nourrir une peur, il va nous créer de la panique, des angoisses. C'est renforcer le lien aux autres
c'est vrai que le Covid a fait beaucoup de mal avec les gestes barrières parce que l'être humain est un animal grégaire. On a besoin de se toucher, on a besoin de se serrer, on a besoin d'être au contact de l'autre. Et ça nous a violentés dans notre animalité qui fait qu'on a besoin de ce contact. Donc, maintenant que ça a l'air un peu moins important, le Covid, pour retrouver du contact physique, du lien social. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour retrouver communauté avec les gens qui nous sont importants, reconstruire une vie de village près de soi, d'être rire, chanter, danser, aller dehors, toutes ces petites choses peuvent aider à aller mieux dans cette période où le futur est particulièrement incertain. J'aimerais parler avec vous d'un état de crise particulier que vous avez traité. Je crois que vous êtes le seul à l'avoir traité vraiment, en tout cas sur un livre plein. Il s'agit de la trichotillomanie. Alors Oui, oui, là, j'ai même découvert donc cette maladie mentale en soi. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? oui, le hasard de la vie a fait que je suis devenu le spécialiste français de la trichotillomanie. Je crois que je suis la seule personne en France qui connaisse quelque chose de la trichotillomanie. En fait, c'est l'art de rebondir, comme je vous disais, comme le surf, hein, sur un événement. Il y a une patiente qui est venue me voir un jour avec un problème de trichotillomanie. Donc, je m'en suis occupé, ça a plutôt bien marché. Elle m'a envoyé une autre personne, une troisième personne. Et puis, j'ai appris qu'il y avait un Yahoo Group où elle se regroupait. Donc, elle m'a référencé. J'ai appris que de temps en temps, elle se voyait en groupe. Ben, j'aurais dit plutôt que de vous voir dans un bar, venez me voir, on va faire une thérapie de groupe, et ainsi de suite. Et donc, par l'observation, toujours pareil, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, j'ai appris grâce à mes patients, je les en remercie, comment fonctionnait la trichotillomanie. Et donc, la trichotillomanie, c'est une toxicomanie gestuelle. C'est une toxicomanie gestuelle qui est là pour deux raisons. Soit pour apaiser sa tension, parce que quand il tourne, il chauffe. Et donc, il y a un système de refroidissement pour pas que ça chauffe de trop. Nous, on ne chauffe pas, on crée de la tension. Et on a besoin d'avoir une hygiène de relaxation pour apprendre à nous apaiser. C'est pour ça que la trichotillomanie arrive plutôt le soir, parce qu'on a toute la tension qui s'accumule de la journée et ça déborde par cet arrachage de cheveux ou de cils ou de sourcils qui se fait de façon intempestive. Donc, il y a cette manière-là de créer de la trichotillomanie. Puis, on a découvert que nous avions deux réseaux neuronaux. Un réseau neuronal dit d'action, qui permet de faire des choses, et un réseau neuronal de repos. Le réseau neuronal de repos, c'est ce qui fait qu'on prend le métro, on peut faire 3 stations de métro sans s'en rendre compte. On est là sans être là. Et dans cette société, on est très sollicité. Et parfois, notre cerveau, il déconnecte pour se mettre en mode de repos. Et en mode de repos, c'est là que la trichotillomanie apparaît. Parce que la trichotillomanie, en fait, c'est un réflexe de toilettage qui a disparu chez les êtres humains, un peu comme les singes qui passent beaucoup de temps à s'épouiller. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de poux, mais dans ce comportement de toilettage, ils s'apaisent et ça leur permet de faire du lien social. Nous, notre comportement de toilettage, c'est le bavardage. C'est pour ça que le bavardage est très important socialement pour s'apaiser. La caricature de ça, c'est certains peuples africains, ils mettent 3 heures à se dire bonjour. Bonjour, ça va, la famille, les enfants, d'où viens-tu, où vas-tu? Dans ce bavardage, dans cette culture orale, ils font du lien et ça permet aussi d'apaiser les sociétés. Et donc, ce réflexe de toilettage, il a disparu chez les êtres humains. Et à l'occasion de l'adolescence, parce qu'il y a le volcan émotionnel qui se met en place, on passe en mode turbo à l'adolescence, souvent ça peut réveiller ce comportement de toilettage. La dermatillomanie, qui est un peu le même principe. La dermatillomanie, c'est passer des heures à se faire les boutons devant une glace. Et les gens, quand ça leur arrive, ils sont parfois dans un état hypnotique, c'est-à-dire que des crises, ils peuvent être 1 heure avec leurs boutons, 1 heure à s'arracher les cheveux, sans s'en rendre compte. Et puis d'un seul coup, ils reprennent conscience et disent mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est difficile pour ces gens-là parce que par ailleurs, ils vont très bien. Moi, j'ai soigné des gens qui ont plein de métiers divers et variés. J'ai même soigné une collègue psychiatre qui souffrait de trichotillomanie. Et pourtant, elle allait bien, elle n'était pas folle, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est difficile pour eux de vivre parce que c'est vécu comme honteux, parce qu'ils ont du mal à comprendre comment, d'un côté, ils peuvent être bien et qu'il y a ce truc de dingue qui leur apparaît.
Mm. Et donc, la trichotillomanie touche plutôt très largement les femmes, même s'il y a quelques hommes qui le font sur les poils de la barbe. Mm. Mais l'équivalent chez les hommes, je ne sais pas si ça vous arrive, c'est les hommes qui trépignent de la jambe. On voit ça en réunion. Ah oui, c'est C'est vrai. pas joli, hein, c'est une toxicomanie gestuelle pour purger la tension corporelle. Et puis, une autre manière aussi de voir les choses, une manière un peu éthologique de voir les choses, c'est que, comme je vous ai dit, on est fait pour vivre à l'époque paléolithique. Et à Mm. l'époque paléolithique, on était tout le temps en mouvement. Donc, notre machinerie est là pour générer du mouvement. Ça ne fait pas Mm. si longtemps qu'on est dans l'ère industrielle, encore moins longtemps qu'on est derrière un bureau, encore moins longtemps derrière un écran. Et donc, ça crée une sorte de distorsion entre notre cerveau qui est en ébullition et notre corps qui est passif. Et probablement que chez certaines personnes, il y a un manque de mouvement dans la journée. On est trop sédentaire. C'est pour ça Mm. que je conseille souvent à ces patients-là de faire presque comme vous, hein, vous faites l'interview debout, d'être au bureau debout sur un bar, d'avoir un siège ballon pour vérifier qu'il y a sa dose de mouvement dans la journée. Mm. Donc voilà, c'est un truc très spécifique, la trichotillomanie. Mais on dit que ça touche 2% des femmes, donc c'est assez important. Ah oui, ça fait quand même beaucoup, ouais, effectivement. Du coup, donc, vous êtes le spécialiste alors en trichotillomanie, donc. Ouais, c'est un angle mort de la médecine, c'est particulier. Ni les psychiatres connaissent ça, ni les dermatologues connaissent ça. Et souvent, quand ils tombent sur moi, les patients, c'est vraiment une révélation, c'est un soulagement. Parce que très souvent, quand ils vont voir un psychiatre ou un dermatologue, les gens disent bah, non, on connaît pas ça. Parce que c'est embêtant, mais c'est pas très grave. Donc, Mm. ça ne crée pas une focalisation là-dessus. Et puis, souvent, quand ça apparaît, c'est à l'adolescence. Donc, quand ils vont voir les dermatologues, le dermatologue dit c'est une pelade. Et les adolescents vont dire non, c'est moi qui m'arrache les cheveux. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué à avouer. Et donc, ça reste, comme c'est pas grave, on peut vivre avec pendant longtemps, on peut le cacher pendant longtemps. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu trop d'intérêt là-dessus. Hein. Même au niveau mondial, il y a peu de gens qui s'y intéressent. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a très récemment, en fait, il y a un chercheur à Chicago, à l'université de Chicago, qui s'intéresse avec le même angle d'approche que moi. Et ça m'a beaucoup soulagé de ne pas être tout seul avec avoir les choses de cette manière-là. Parce que jusqu'à présent, il y avait des choses, des intérêts, mais très partiels. Personne n'essayait de construire une mécanique globale pour comprendre comment ça fonctionne. Mm. D'accord. Et au final, donc, en sorte de cette crise-là, bah, il ne nous reste plus qu'à continuer à vivre et voire même à savoir devenir. Vous avez fait un livre, donc c'était Grandir, vivre et devenir. Et ce qui m'intéressait beaucoup, moi, c'était qu'est-ce que vous entendez par le fait de devenir? Bah, devenir, c'est se lancer dans une aventure de vie, dans une épopée de vie, parce que de toute façon, la vie finit mal puisqu'on meurt tous. J'aime bien cette phrase de Woody Allen qui dit la vie est une maladie sexuellement transmissible à pronostic toujours défavorable. Voilà, donc une autre manière de voir les choses, c'est Léo Ferré qui dit tu nais tout seul, Coco, tu meurs tout seul. Entre deux, il n'y a que des faits divers, tâche de les choisir. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'en faire de cette vie-là, de cette opportunité. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Tout le reste, c'est du blabla hein, que nous raconte notre tête. Donc, quelle épopée de vie on a envie de vivre, quelle aventure de vie on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie d'être exploré, qui fait que de façon presque nietzschéenne, à la fin de sa vie, on pourrait, Nietzsche disait que de vérifier si à la fin de sa vie, si on revivait notre vie, dans le même contexte, on ferait quasiment les mêmes choix, les mêmes choses, hein, qu'on peut assumer sa vie. Moi, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est j'avais un collègue médecin qui me racontait que son père, sur son lit de mort, disait à son fils qu'il avait bien vécu. Alors, ça a beaucoup surpris son fils parce que son père a eu beaucoup de galères dans la vie, a eu des choses difficiles à traverser. Mais finalement, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? C'est qu'il s'est passé des choses. Et quand il se passe des choses, on existe. Et c'est Mm. peut-être l'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'exister. Peut-être que, bon, pour l'instant, on vit des choses qui sont dramatiques à traverser, mais peut-être que finalement, ça participera à notre histoire. Souvent, on se moque de moi parce que je me souviens de mon sujet de philo au bac. Et faut-il changer pour avoir une histoire? Et Mm. donc, c'est ça, peut-être devenir exister, c'est avoir une évolution de vie, changer, se construire, se développer, et ce qui nous rend d'exister. Et peut-être que quand on arrête de changer, on arrête d'évoluer, c'est là qu'on est vieux.
Donc, c'est plein de sujets philosophiques à se questionner. Quelle trajectoire de vie j'ai envie de vivre? Et ça me fait penser à un film, Horse, avec Nicole Kidman, qui suit la vie de Virginia Woolf. Il y a 3 personnages de femmes dans ce film. Il y a un personnage central qui a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais qui n'est pas heureuse. Hmm. Il y a 2 autres femmes qui ont des galères, mais elles sont beaucoup plus heureuses parce qu'elles existent. Donc, voilà, comment exister dans la vie, comment traverser cette chose-là qui est entre la naissance et la mort, où tout est possible. Il n'y a pas de règles, parce que toutes les règles, c'est des histoires qu'on se raconte. Hmm. Et la vie, finalement, c'est pas éviter d'avoir des problèmes, c'est exister à travers eux quand même, continuer Ouais. à exister. Et c'est pourquoi pas avoir la philosophie du clown, hein, qui prend tout comme une opportunité, qui est un surfeur freestyle et qui ne Hmm. rate pas une occasion de faire le cabotin pour jouer de n'importe quelle vague. Donc, peut-être soyons cabotins dans la vie, c'est à chacun de construire sa philosophie de vie pour qu'elle ait du sens pour soi et qu'on puisse s'assumer à l'aube de sa mort, on puisse dire, comme cette personne, ben, malgré tout, j'ai plutôt bien vécu. Ok. Eh ben, prenons de notre propre intérieur et sachons faire silence lorsqu'il faut. Merci à vous, Jean-Christophe. C'était vraiment super. Merci. Merci de votre Donc, accueil. un échange super riche.